Nous allons nous intéresser ensemble aux relations entre les États-Unis et l'environnement, et ce, à l'échelle internationale, à travers un examen du rôle joué par les différents acteurs de la question. Et quelle que soit la façon dont les États-Unis envisagent leur relation à l'environnement, leur statut de première puissance mondiale en fait un acteur incontournable de la question à l'échelle planétaire. La question est de savoir si les États-Unis sont plutôt un ami ou un ennemi de la planète. Incontestablement, il joue un rôle dans le changement climatique actuel, en étant actuellement le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, et même en étant devant la Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre, si l'on considère les émissions de CO2 par habitant. Ils sont par ailleurs porteurs d'un modèle de société de consommation qui a assuré leur développement, mais qui est incontestablement nocif pour les ressources planétaires, puisqu'on le sait, si chaque pays fonctionnait comme les États-Unis en termes de consommation de ressources, il nous faudrait 5 planètes. Mais cette responsabilité, les États-Unis ont bien du mal à l'assumer à l'échelle internationale. Ainsi, même s'ils ont signé la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et participé aux conférences des signataires de cet accord, les États-Unis sont le seul pays industrialisé à ne pas avoir ratifié le protocole de Kyoto qui, en 1997, jetait les bases d'une volonté internationale de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Président des États-Unis entre 2001 et 2009, le républicain George W. Bush fut dénoncé par un certain nombre d'ONG internationales et une partie de l'opinion publique pour avoir ouvert des parcs nationaux à l'exploitation forestière et minière, notamment au sein de l'Alaska. Le même George W. Bush qui se montra hostile à la création d'une organisation mondiale de l'environnement, une idée alors soutenue par le couple franco-allemand pour centraliser les réglementations en la matière. Alors notons que cette posture s'intègre à une tradition républicaine qui, en matière de politique étrangère, défend l'isolationnisme traditionnel des États-Unis et surtout sa volonté de ne pas limiter sa souveraineté par la participation à toute forme d'organisation supranationale. Mais comme démocratie, les États-Unis ont une politique étrangère qui dépend largement du résultat des élections. Ainsi, sous Barack Obama, qui succède à George W. Bush et fit 2 mandats de 2009 à 2017, on note une certaine inflexion. Une inflexion qui n'empêche pas des exigences. Ainsi, lors du sommet de Copenhague, la COP 15 en décembre 2009, les États-Unis conditionnent leurs efforts à une participation active des pays émergents, dont en particulier la Chine, qui depuis 2006 est devenu le premier émetteur de CO2 au monde. Mais après ça, les États-Unis se montrent beaucoup plus constructifs pour la recherche de solutions internationales pour faire face au changement climatique. Ainsi, en 2014, un accord climatique États-Unis-Chine ambitionne une réduction sensible des émissions de CO2 d'ici 2030. Plus encore, contrairement à leurs habitudes, en 2015, les États-Unis se résolvent à signer les accords de Paris, la COP21, qui prévoit de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour maîtriser le réchauffement climatique. Mais une nouvelle fois, l'alternance politique américaine eut une influence sur la politique étrangère du pays, et notamment en matière environnementale. Au pouvoir à partir de 2017, Donald Trump annonce le retrait de l'accord de Paris des États-Unis, ce qui devient effectif en 2019. Un retrait provisoire puisque, suite à la nouvelle alternance et l'arrivée du démocrate Joe Biden au pouvoir, les États-Unis réintègrent finalement les accords de Paris. Proche des milieux climato-sceptiques, l'administration de Donald Trump a annulé une grande partie des politiques mises en place sous le mandat de son prédécesseur, parmi lesquelles le plan Obama de réduction des gaz à effet de serre et les mesures visant à interdire les nouveaux forages en zones protégées. Absent lors du sommet sur l'urgence climatique tenu au siège des Nations Unies le 23 septembre 2019, Donald Trump réaffirme constamment cette position à l'international.
Alors, outre qu'elle intègre des thèses climato-sceptiques dans l'optique d'un populisme que le président Trump a largement intégré à sa vision politique, il faut souligner aussi que ces décisions peuvent être également la conséquence du puissant lobbying des entreprises pétrolières qui, vous le voyez, consacrent beaucoup d'argent à essayer de défendre leurs intérêts auprès des autorités. On notera que parmi ces entreprises, ExxonMobil, Chevron sont américaines, mais ne sont bien sûr pas les seules à entreprendre ce type de démarche, et vrai aussi du français Total ou du britannique BP. Ainsi, en 2018, ces grandes entreprises pétrolières occidentales avaient dépensé 1 milliard de dollars en lobbying pour limiter les législations contraignantes. En 2018 toujours, le maire de New York avait engagé contre eux une action en justice pour le rôle dans le réchauffement climatique, mais il a été débouté. Se pose ainsi la question du rôle de l'action environnementale des grandes firmes transnationales américaines, une action qui s'exerce bien évidemment pas simplement à l'échelle des États-Unis, mais à l'échelle internationale. Le modèle libéral prôné par les États-Unis donne en effet aux grandes entreprises transnationales un rôle fondamental dans la politique environnementale américaine. Or, le modèle productif américain, son intégration dans les flux de la mondialisation et son mode de consommation tentent à faire de ces FTN américaines des prédateurs de l'environnement dans bien des cas. Ainsi, en plein cœur de la forêt amazonienne, en Équateur, l'entreprise Texaco, rachetée par Chevron en 2001, fut à l'origine d'une action destructrice sur l'environnement. Mais face à cette action destructrice, il existe aussi des réactions de la société civile, à l'image de Pablo Fajardo, lanceur d'alerte, modeste ouvrier à l'origine, devenu avocat pour s'en prendre à l'action de Texaco en Équateur. Il mit en effet en lumière les dégâts environnementaux nés de l'exploitation du pétrole par Texaco dans la forêt équatorienne entre la fin des années 60 et le début des années 90. Face notamment à la contamination des eaux et à l'explosion des cas de cancer qui en résulta, la justice équatorienne qualifia l'action de Texaco d'écocide, c'est-à-dire un acte criminel à l'égard d'un écosystème, et condamna en 2011 Texaco Chevron à une amende de 9 milliards de dollars que l'entreprise américaine refuse de payer en arguant de la corruption des juges locaux. Alors il apparaît que bien des entreprises américaines pratiquent le dumping environnemental en cherchant à bénéficier de la faiblesse des normes et des taxes environnementales dans certains pays en développement pour bénéficier ainsi de conditions de production moins contraignantes et donc moins coûteuses. La RSE, responsabilité sociale des entreprises, un indicateur qui évolue la mise en pratique du développement durable par les entreprises, placé ainsi en 2017 les États-Unis à la 151e place, bien loin des leaders du classement. Mais si des lanceurs d'alerte peuvent agir ponctuellement contre la nocivité de l'action de ces entreprises, c'est aussi le cas d'ONG, dont certaines sont américaines, à l'image de Greenpeace, qui manifeste ici en 2014 devant Procter & Gamble à Grimbergen en Belgique, pour mettre en avant la responsabilité de l'entreprise dans la déforestation en Indonésie, liée notamment à la monoculture de l'huile de palme utilisée pour ces shampoings. Or, l'action de la société civile face à ces pratiques nocives des entreprises peut les amener à revoir leur stratégie si elles constatent que celles-ci ont un impact réel sur leur chiffre d'affaires. Ainsi, avec l'entreprise Nike, il a souvent été mis en avant pour ses pratiques peu en rapport avec le développement durable, qui lance ainsi en 2020 un nouveau modèle de chaussures dont 50% du poids est fabriqué à partir de matières recyclées. Alors bien sûr, ces évolutions des stratégies entrepreneuriales peuvent relever du greenwashing, mais peuvent parfois aussi véritablement être le résultat d'une prise de conscience des implications environnementales de leurs actions. Ainsi, Nike et plus de 300 sociétés américaines comme Unilever ou eBay se sont engagées à remplir les objectifs de l'accord de Paris.
Plusieurs firmes transnationales ont ainsi fait évoluer leur politique environnementale à l'image de Walmart, la multinationale de la distribution aux États-Unis, qui a annoncé en 2008 une nouvelle série d'exigences vis-à-vis de ses fournisseurs de matières premières en matière de respect de l'environnement. Alors cette évolution des mentalités des milieux économiques face au changement climatique peut être mise en rapport avec des catastrophes climatiques déjà nombreuses sur le territoire américain, mais qui se font de plus en plus fortes et de plus en plus récurrentes et qui mettent en lumière les effets souvent destructeurs du changement climatique. La récurrence des feux de forêt en Californie et autres sinistres un peu partout dans le territoire, posant même des problèmes au système d'assurance. On sait ainsi que certaines sociétés d'assurance se sont d'ores et déjà retirées d'États comme la Californie. Et en définitive, la société américaine apparaît de plus en plus clivée face à ces questions environnementales, comme elle l'est d'ailleurs globalement politiquement. Ainsi, lors de la COP23 de Bonn en novembre 2017, les États-Unis ne sont officiellement pas représentés alors que Donald Trump est toujours au pouvoir. Mais une coalition, We Are Still In, entend représenter le pays. Celle-ci est financée par Michael Bloomberg, ex-maire de New York, l'homme d'affaires Tom Steyer, de nombreux responsables politiques et économiques, et rassemble des acteurs non étatiques déterminés à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025. Elle s'engage ainsi à respecter les accords de Paris à travers l'America Pledge on Climate Change, l'APCC. Parallèlement, de nombreuses personnalités américaines qui viennent du monde politique ou encore du show business participent à la sensibilisation de l'opinion publique internationale. Ce fut ainsi le cas de l'ex-vice-président démocrate Al Gore, qui a réalisé en 2006 Inconvenient Truth, une vérité qui dérange, pour sensibiliser au changement climatique. Bien que ce film présentait certaines limites factuelles, néanmoins, il fut bien reçu et contribua à ce que Al Gore, en 2007, puisse recevoir le prix Nobel de la paix en compagnie du GIEC pour leurs efforts visant à renforcer et diffuser les connaissances sur les changements climatiques d'origine humaine. Alors, par ailleurs, on l'a déjà évoqué avec l'exemple de Greenpeace, de nombreuses ONG américaines bénéficient d'une grande puissance de frappe, si l'on peut dire, à l'échelle internationale. On le mesure ici avec les exemples de The Nature Conservancy et de Wildlife Conservation Society, deux anciennes associations. L'une fut créée pour la première en 1951 et à la fin du 19e siècle pour la seconde, qui bénéficient de budgets conséquents. Deux associations qui possèdent un personnel nombreux, près de 4000 employés pour chaque, plus une équipe de scientifiques, et pour The Nature Conservancy, on le voit, 1 million de volontaires à travers le monde. Et puis une présence qui est planétaire, 72 pays pour The Nature Conservancy, 65 pour Wildlife Conservation Society, avec pour chacune de ces ONG des zones d'action plus précisément définies, l'Amérique latine pour la première, l'Afrique et l'Asie pour la seconde. Chacune de ces ONG ayant comme objectif de participer à la préservation de l'environnement au-delà du territoire américain. Alors cette action internationale des grandes ONG américaines, on peut le voir aussi avec l'ONG Sea Shepherd, le berger des mers, qui est présent, comme on le voit sur cette carte, à l'échelle internationale afin de préserver la biodiversité au sein des espaces maritimes. Alors on voit ainsi que Sea Shepherd mène de nombreuses opérations à travers le monde pour lutter en particulier contre la pêche illégale, des opérations qui l'emmènent à être présente, comme on le voit, sur toutes les mers du monde, que ce soit l'océan Pacifique, l'Atlantique, l'océan Indien.
Sea Shepherd a, par exemple, participé à la dénonciation d'une Green Dan Drap, je ne sais pas si ça se prononce tout à fait comme ça, cette pratique donc traditionnelle dans les îles Féroé qui consiste à se livrer à un abattage massif de petits cétacés. Mais si ces actions des ONG, des écologistes peuvent contribuer à sensibiliser une partie de l'opinion publique, il faut aussi considérer que pour une autre partie de cette opinion publique, elle a tendance à produire des effets inverses. Ainsi, si à l'international, l'opinion publique a pu être sensible à la dénonciation d'un massacre qui, comme on le voit sur cette photo, apparaît relativement barbare, au sein des îles Féroé, eh bien, certains trouvent dans l'action de Sea Shepherd les traces d'une forme d'impérialisme culturel, et du coup, cela a pu même renforcer l'intérêt pour cette pratique au sein de la population des îles. Et il apparaît effectivement que la dénonciation des pratiques écocides par les différents mouvements engagés dans la défense de l'environnement ne produit pas que de réactions positives. Et on peut le mesurer notamment ici aux États-Unis à travers la pratique du rolling coal, cette volonté de certains propriétaires de 4x4 de trafiquer leurs véhicules pour qu'ils fassent le plus de fumée possible. Bref, dans le monde comme aux États-Unis, les thèses climato-sceptiques, les discours populistes continuent de bénéficier d'une certaine audience. Et il est bien possible que les prochaines élections présidentielles américaines nous le retémoignent, amenant une nouvelle fois à une nouvelle inflexion de la politique environnementale des États-Unis à l'échelle internationale.